Un radiateur peut en cacher un autre. Au sujet d'une œuvre de Salvador Dalí. Le château de Púbol en Catalogne, à mi-chemin entre l'aéroport de Gérone et la côte méditerranéenne, vaut que l'on s'y arrête le temps d'une visite. Son jardin offre de la fraîcheur aux estivants et son bassin est tout simplement chatoyant. Après sa restauration, Salvador Dalí l'offrit à sa muse Gala, qui y prit ses appartements. Tandis qu'il est actuellement transformé en musée, on y découvre dans ses salles nombre d'œuvres de l'artiste surréaliste espagnol. Une de ces salles, la salle du piano, abrite une œuvre qui suscita particulièrement notre curiosité en la croisant. Il s'agit d'une huile sur panneau en fer amovible, à même le sol, d'environ 2 mètres 30 centimètres de haut, sur 1 mètre de largeur, représentant 2 radiateurs superposés et interconnectés. L'œuvre, créée lors des années 70 du siècle passé, est non signée et non titrée. L'auditeur averti aura vite compris que le panneau en question cache, en réalité, les réels radiateurs fonctionnels aménagés pour chauffer la grande salle, qu'il reproduit très fidèlement, créant par cette sorte de paravent ce que l'on pourrait qualifier d'un effet de trompe-l'œil. Effectivement, en circulant dans la salle, le visiteur n'aura pas immédiatement saisi que son regard tombe sur une œuvre d'art, plutôt que sur les véritables radiateurs qui se trouvent dans la cache. D'autres œuvres, en trompe-l'œil plus classique, ponctuent d'ailleurs la visite du château. Par définition, cette œuvre n'a guère pu profiter de nombreux voyages, ou près, au risque de perdre tout son effet, et ce n'est pas la plus connue du peintre espagnol, de loin. L'origine de ce panneau est en outre documentée, car cette chambre possédait en effet des radiateurs modernes qui étaient importants et qui attristaient tant Gala qu'elle demanda à Dalí de les dissimuler derrière un tableau qu'il réaliserait à cet effet. Et ce dernier s'exécuta comme on le sait à présent. Plus tard, Dalí déclarera que ces radiateurs constituaient son œuvre la plus réaliste qu'il ait jamais peinte. On s'imaginera assurément la tête que fit sa muse, la rosée, lorsqu'elle découvrit le résultat achevé. Nous verrons néanmoins dans cet essai, enfin nous l'espérons, que cette curiosité artistique, cette œuvre apparemment anodine, anecdotique même, cette farce douteuse, se prête à des lectures qui nous conduiront à des questions artistiques insoupçonnées, plus poussées, à des implications
sur la façon dont Dali conçoit l'art, et même vers ses considérations plus fondamentales sur l'art. Une poétique de, ou un manifeste sur l'art, et une critique de l'art. Il n'existe, tous les critiques en conviennent, positivement aucune grande œuvre d'art qui ne contienne concomitamment et simultanément aussi une réflexion même sur ce que l'art en général doit ou peut être. Et c'est particulièrement le cas chez Dali. Ces œuvres véhiculent toujours en soi, en su de toute production artistique, leur propre commentaire, ou au moins leur embryon. Avant de commencer à analyser ou disserter sur l'œuvre qui nous occupe, il faut bien en saisir le cadre, s'imprégner de son contexte, enfin de comment elle se présente aux yeux du visiteur. Mais il faut surtout d'abord bien s'entendre sur l'objet de notre étude. En effet, en quoi consiste véritablement cette œuvre, sans titre, sans signature? Comment faut-il la délimiter? Jusqu'où porte-t-elle? Lorsque Christo emballe un bâtiment, celui-ci fait-il partie intégrale, intégrante de l'œuvre? Ces emballages ne sauraient exister sans les ponts, châteaux, arcs qu'ils couvrent. Où l'œuvre d'art s'arrête-t-elle? L'art réside certes dans l'œil de celui qui regarde, mais que doit, en l'occurrence, embrasser notre regard dans le salon du piano? Le panneau de 2,30 m sur 1 n'a en effet qu'une fonction artistique et masculée sans la présence des vrais radiateurs derrière lui. Ainsi, on ne saurait le prêter à une autre exposition, à un autre musée, tel quel, sans qu'il ne perde entièrement son effet. Par ailleurs, les radiateurs à eux seuls n'ont, semble-t-il, aucune valeur ni ambition artistique en soi, sans parler de l'opinion de Gala à leur égard en su. Tout au plus leur pourrait-on accorder une valeur de fabrique, d'artisanat dans les règles de l'art, comme on dit. Où nous tromperions-nous? Mieux dit, Dali nous détromperait-il par sa démarche? Voici de réels radiateurs en fonte qui ruinent le regard de Gala, mais dont Salvador Dali semble vouloir s'apitoyer. Et ces radiateurs sont peints. L'installateur des radiateurs a pris la peine de couvrir de peinture la couleur originale de la fonte des radiateurs pour les embellir. Et ce ne serait point de l'art? Et cela ne suffirait pas? Et pourquoi donc? Les choses se compliquent ainsi un peu, sans penser que Dali eût très bien pu mettre à profit des restants de la couverture de la fonte pour peindre son propre tableau, à vérifier. Dali a-t-il aussi voulu rendre hommage à l'artisanat déprécié du chauffagiste, au-delà de la farce qu'il a faite à sa muse? A-t-il un autre niveau intellectuel?
voulu que nous nous posassions toutes ces questions? Et finalement, comment cette œuvre d'art, comment cette œuvre doit-elle se présenter, s'offrir aux yeux du visiteur? J'entends ouverte, fermée, ou entr'ouverte, ou encore dynamique. Si nous avions trouvé le panneau fermé au salon du piano, nous n'aurions cru qu'un simple trompe-l'œil qui nous donnerait, à l'instar des portes et fenêtres en trompe-l'œil qui nous procurent un sentiment d'espace dans les autres salles du musée, un sentiment ici de chaleur. Si le panneau était totalement ouvert, il n'y aurait même pas du tout d'œuvre d'art à proprement parler, les radiateurs exerçant totalement leur fonction initiale de chauffage central, ainsi que nous supposons qu'ils le font lors des longues soirées d'hiver, hiver qui peut être rude en Catalogne. Or, nous avons trouvé le panneau entr'ouvert, et nous en avons immédiatement saisi l'effet surréaliste d'un seul coup d'œil. Les radiateurs et le panneau sont ainsi intimement liés, reliés par Dali, pour produire une seule œuvre artistique entière, composée des deux radiateurs, ainsi que du panneau représentant ces deux radiateurs. Mais le dynamisme que respire l'installation est d'une modernité inouïe pour les années 70. L'endroit où se trouve le spectateur, et je ne veux pas faire de physique quantique, l'endroit compte, même si les règles du jeu de cette œuvre ne sont pas franchement définies. Et quand il fait froid, l'œuvre d'art doit fatalement s'éclipser pour faire place à des choses beaucoup plus importantes, n'est-ce pas, que l'art, à savoir chauffer le château. Ça aussi, c'est un peu le message de dérision, et en l'espèce d'auto-dérision de Salvador Dali, qui se pose ainsi tout simplement comme un pionnier, ou du moins un précurseur du postmodernisme. L'art, ainsi posé, ne saurait et ne saura jamais l'emporter sur l'utile. L'hommage du peintre au chauffagiste est inaltéré. Qui plus est, l'artisanat est sublimé dans l'art. Le panneau de Dali, aussi hyper-réaliste qu'il soit, aussi parfaitement et fidèlement achevé qu'il soit, est d'une superfluité, d'une gratuité et d'une inutilité totale. Il n'atteint guère le niveau du double emploi, puisqu'il ne procure même pas de la chaleur. Le sujet du panneau est d'une platitude totale, d'une banalité renversante. Ici se pose déjà la question: peut-on tout peindre? Tout est-il digne de figurer sur un tableau? Oui, on peut tout peindre. On peut peindre des radiateurs en fonte, et on peut même peindre des radiateurs en fonte qui sont déjà peints. Le sujet de l'œuvre d'art a le droit d'être parfaitement accessoire. L'art pour l'art. L'origine du monde de Gustave Courbet est ainsi aussi une œuvre d'art parfaitement admissible dans cette suite d'idées.
Aussi, il n'y a pas de grand ou de petit art. Les radiateurs réels du chauffagiste et le panneau de Dali, ainsi nous veut l'enseigner le maître, se valent infiniment. Et si quelque chose devait après tout prévaloir, que ce soit les radiateurs qui, au moins, produisent de la chaleur, ce que le panneau ne produit pas. Bien au contraire, en réalité. Aussi, l'excentrique Salvador Dali n'a-t-il, tout humblement, et ce n'est pas fréquent chez lui, ni signé, ni daté le panneau, le laissant au même niveau que les véritables radiateurs, dans toute leur sobriété et dans toute leur candeur. L'œuvre dans le salon du piano sera très vite interprétée comme une œuvre en trompe-l'œil, mais ce n'en est pas une, à cause très justement du caractère amovible du panneau et bien entendu de la réalité des radiateurs derrière celui-ci. En fait, à un niveau supérieur, Dali a voulu nous tromper, après avoir trompé Gala, nous prendre à contre-pied. Il a pour ainsi dire trompé le trompe-l'œil. Pour être spécieux, le trompe-l'œil de cette œuvre n'est qu'une illusion d'optique. Il a beaucoup plus peint une œuvre hyper réaliste, la toute première, et l'a reliée de manière ombilicale, à l'aide de charnières au mur, à son modèle de manière inséparable. Il a littéralement relié l'art à la réalité qu'il représente. Ainsi, il crée un effet joliment surréaliste. Il peut reprendre à son compte le « Ceci n'est pas une pipe » de René Magritte, sans même devoir l'écrire sur son tableau. Ceux-ci ne sont pas des radiateurs, c'est l'image de radiateur. Néanmoins, il ne s'agit pas d'une œuvre en tant que telle surréaliste au sens qu'on lui prête d'ordinaire. Le peintre ne peint pas de façon réaliste des choses impossibles, des rêves. Tout au plus pourrait-on la qualifier de réalisme magique parce qu'elle peint l'improbable. Probablement la dernière des choses pensables que l'on aurait pu peindre pour couvrir les réels radiateurs. Mais là aussi, c'est déjà une acception fort spécieuse de ce que l'on appelle le réalisme magique. Salvador Dali se met à peindre des radiateurs comme les Schtroumpfs parlent leur langue. Les radiateurs remplacent tout le superflu des sujets de l'art. Il ne subsiste que la charpente de la production artistique. Ici, tout est condensé dans l'effet que produit l'œuvre d'art dans sa totalité sur son spectateur. Ceci dit, Dali a peut-être voulu donner, ou est-ce à son insu, ainsi une autre dimension plus linguistique à la portée du terme surréalisme, à savoir un réalisme qui se superpose à la réalité. Et c'est tout à fait le cas de l'œuvre en question. Le réalisme du panneau
se superpose au réalisme sous-jacent des vrais radiateurs. On appréciera aussi dans ce contexte un autre tableau, inachevé celui-ci, d'un réalisme rare dans son œuvre intitulée, je cite, Dali de dos peignant Gala vu de dos, éternisé par 6 cornets virtuels, provisoirement réfléchis par 6 vrais miroirs. Fin de citation. L'on pourrait tout aussi bien faire état de super-réalisme ou de supra-réalisme, si ce terme existe. Là encore, donc, le farceur Dali prend au piège les amateurs de son surréalisme. La trappe que Dali fait à Gala est d'une génialité fine. Salvador Dali, l'anarcho-monarchiste, pour utiliser le porte-à-faux qui le caractérise bien, joue et choque et persifle. Mais le peintre catholique remplit son contrat. Une parole donnée est une parole donnée et il s'exécute. Lorsque Gala acceptera le château de Poubol comme résidence, ce sera à une condition, que Dali ne l'y rejoigne que sur invitation de celle-ci, et Dali d'accepter, car, comme il le dit, et je cite, « J'accepte, puisque j'accepte en principe tout à condition qu'il y ait des conditions. C'est le principe même de l'amour courtois. » Fin de citation. Cette queue de poisson qu'il dépose dans sa réponse, c'est exactement la même qu'il affectionnera lorsque Gala lui demandera de couvrir les radiateurs. Or, on ne regarde point un cheval donné, le château Poubol totalement restauré, dans la bouche. Lorsque Gala critiqua les radiateurs inévitables du salon du piano, Dali aura-t-il d'abord fait la moue? Vous voulez un panneau, Gala? Eh bien, vous aurez votre panneau. Le marquis de Poubol ne saurait rien refuser à sa dulcinée, mais il ne veut pas non plus être dupe de la disproportion de la requête de sa muse. Et il fera, en l'occurrence, le malin et demi, l'imbécile, le têtu. Ah, vous pensez qu'un artiste ne sert qu'à embellir des choses que vous éprouvez comme horribles? Et si vous voulez désormais avoir chaud en hiver, il faudra que vous consentiez à occulter mon panneau, Na. Cette requête le chipote, et il trouvera une issue. En peignant religieusement et avec une patience d'ange, et dans une absurdité artistique totale, les insignifiants radiateurs, en faisant une œuvre d'un réalisme, d'une obéissance autiste, Dali se moque de tout. De Gala, certes aussi, et avec une certaine causticité, mais aussi de ce que doit être et peut signifier l'art, et finalement de l'artiste, de lui-même. L'action de l'artiste est fondamentalement et toujours un pis-aller, quel que soit le réalisme avec lequel l'artiste aborde un sujet, un modèle. Il ne saura jamais atteindre un David vivant.
Ce que fait l'artiste est totalement inutile, doit l'être, est totalement superflu. Il n'abolira jamais l'écart béant entre l'œuvre et la nature. Et en peignant les radiateurs, il en fournit la preuve la plus éclatante, la plus foudroyante. L'artiste, finalement, ne produit rien. L'homme ne produit rien. On l'a entendu dire en des termes plus éloquents que l'être humain, la seule chose qu'il sache véritablement produire, ce sont ses excréments. Les radiateurs sans titre de Salvador Dali, peut-être une de ses œuvres les plus tues, ne fût-ce qu'à cause du fait qu'elle est emmurée à Poubol. Dali rejoint avec ce panneau un peu les œuvres et la démarche de Banksy, constitue ainsi une gifle, un pavé dans la mare de l'art. Le visiteur, qui arbore initialement un sourire en apercevant dans le salon du piano le panneau entrouvert, n'est pas nécessairement conscient de l'immensité tragique de l'humour noir qui rejaillit de cette farce. Le grandiose suicide artistique de Dali qui peint méticuleusement les radiateurs, qui sont, eux, d'une utilité renversante, qui du moins n'ont absolument rien d'onirique, est en outre d'un masochisme le plus délicieux qui soit, et qui férit coup sur coup, qui sombre la tête haute, la bite sous le pinceau, comme dirait Jacques Brel, mais où l'artisanat académique est sauf. On ne saurait concevoir de plus grande ode à l'artisanat, de plus grand respect pour la science et la main-d'œuvre du pauvre chauffagiste méprisé par Gala. Finalement, l'art se dénature et se dématérialise en l'idée artistique. N'importe quel peintre, peut-être même notre chauffagiste, s'il s'évertuait un peu, aurait pu peindre le panneau qu'a peint Dali. Il est hautement reproduisible. Et ce n'est donc plus cela, l'art. Non. L'art se résume, et Salvador Dali le sait très bien, à l'idée bien trouvée, et cette œuvre en constitue l'aveu. Lorsque Dali couvre les radiateurs d'un panneau, se voit contraint à cacher les efforts de l'artisan, il produit beaucoup plus qu'une œuvre de plus à son immense œuvre picturale artistique. En même temps qu'il étale religieusement la gouache sur le panneau, il étale toute sa poétique, sa vision sur ce que peut ou ne peut pas être l'art, sur ce que doit et ne doit pas être l'art. Une véritable philosophie de l'art. Et elle peut sembler pessimiste, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Dali
peint, et il prend une joie folle à peindre et à réussir son tableau, à réussir sa gageure. Il y met tout son sien, tout son dévouement à sa muse, enfin tout son art. Car, et c'est important, le tableau est réussi. Il a produit une belle œuvre, imposée, certes, mais parachevée comme on ne pourrait le faire mieux. Car, et c'est encore plus important, en peignant ses radiateurs, Dali prétend tout de même qu'il faut au moins savoir peindre. Il n'est donc pas question de mettre un caca sur un papier et de faire les gens s'ébahir devant ça. Au minimum, l'artiste peintre doit être un peintre. Le néerlandais fait joliment la distinction entre ces deux termes en utilisant les termes schilder et verver. On peut peindre n'importe quoi, certes, par exemple de bêtes radiateurs, mais jamais n'importe comment. Voilà un grand message de ce sans-titre. Il n'y a pas d'œuvre artistique sans maîtrise de l'art, sans au moins la maîtrise de l'art. Le tableau de Dali, malgré son humilité totale, il s'effacera devant des questions plus poignantes comme le froid. Malgré sa dérision omniprésente, malgré son inutilité complète, son double emploi fait porte une gifle écrasante aux conceptualistes purs, pour lesquels toutes les œuvres d'art sont par définition réussies, et qui ne savent comment manier le pinceau. Le morceau de bravoure auquel il s'est astreint, soumis, constitue un manifeste de l'art dans chacun de ses traits appliqués avec un amour de la peinture pure, d'une énorme innocence et d'un énorme désintéressement, et qui définissent l'un après l'autre et patiemment l'art. Commenter une œuvre qui fait en quelque sorte et presque manifestement double emploi pourra constituer un triple emploi dont on se dispensera volontiers. La gageure est totale. Nous espérons néanmoins avoir embarqué l'auditeur dans le voyage que représente cette œuvre sans titre, trop peu connue, de Salvador Dali, de sa genèse à sa réalisation. Inévitablement, s'appliquant à une œuvre aussi discrète qu'elle est grotesque, et si elle ne possède pas d'autre qualité que cet étrange mariage postmoderne d'adjectifs, ce sera toujours au moins cela. L'analyse de la suite de ces idées en dira probablement bien plus long sur l'auteur de cet essai que sur l'œuvre dont la sincérité implacable transpire quant à elle l'essence même de l'évidence. On le lui pardonnera.